Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. La chasse aux sorcières au Kenya. Des femmes sont régulièrement lynchées et brûlées vives. Des affaires d'héritage se cachent souvent derrière des accusations fallacieuses. Détecter et former les pépites du ballon rond en Afrique, c'est le but de Génération Foot. Le directeur technique de l'académie, Abdoulaye Sarr, est notre invité. On parlera notamment de la formation des futurs grands champions du continent. Pour terminer, une aventure artistique autour de l'expression de l'humanité et du vivre ensemble. La philosophie Ubuntu s'expose au Palais de Tokyo à Paris. Au cours de ces 2 dernières années, au moins 150 personnes accusées de sorcellerie ont été tuées au Kenya. En octobre dernier, 4 femmes ont été brûlées par des villageois qui les accusaient de magie noire. Des ONG affirment que ces meurtres sont souvent commis pour voler des terres. Elles appellent le gouvernement à trouver une solution. Reportage de Caroline Quimeux et Bastien Renouille. Hélène vient visiter une maison tout juste incendiée pour la 2e fois. Cette défenseur des droits de l'homme soutient les familles de 4 femmes âgées assassinées au mois d'octobre dans le quartier. Ils les ont forcées à quitter les maisons et les ont brûlées vives. Ils les suspectaient d'être des sorcières. Au moins 6 personnes accusées de magie noire sont victimes de violences chaque mois dans le comté de Kisii. La mère de Jacqueline en a été victime. Ses voisins l'accusent d'avoir envoûté leur fils. Quand je suis allée dans leur maison, le père a expliqué qu'il avait essayé de réveiller son fils, mais qu'il ne réagissait plus. Malgré la peur, Jacqueline vit encore au village. D'autres ont dû fuir. Janet se cache et vient demander de l'aide à l'activiste. Selon elle, les meurtres ne sont pas liés aux croyances traditionnelles, mais seraient un moyen de s'approprier des terres. C'est dû à des querelles, pas à de la sorcellerie. Tout ça, c'est à cause de désaccords sur des terrains. Les organisations de défense des droits humains affirment que la sorcellerie est un prétexte pour s'attaquer aux femmes âgées, dont beaucoup n'ont pas de titre de propriété. Les meurtriers misent sur la peur de la magie et espèrent ne pas être sanctionnés. Il y avait des anciens du village lors des meurtres. Cela nous surprend. Notre gouvernement et les gens qui sont censés nous protéger ont assisté au lynchage de ces femmes. Les ONG multiplient désormais leurs actions pour appeler à une réponse des autorités. Les chefs locaux ont refusé de nous répondre mais préviennent la communauté. Il ne doit pas y avoir de vengeance. La justice doit gérer la situation. Il y a différentes façons de résoudre ces problèmes. Nous avons la police, l'administration du comté, les chefs locaux. Nos bureaux sont là pour ça. 9 suspects ont été arrêtés après les meurtres, mais les familles des victimes affirment que certains coupables sont encore libres. Un groupe de travail créé par le gouvernement enquête sur les causes de ces crimes et devrait bientôt rendre ses conclusions. Dans le grand sud de Madagascar, près d'1 million de personnes souffrent du kéré, la famine en malgache. Le kéré contre lequel se mobilise le groupe de Dizzy Brains, qui a l'habitude de dénoncer les problèmes politiques avec des guitares bien senties. Cette fois-ci, il pointe du doigt l'inaction du gouvernement face à ce fléau. Je vous propose de regarder un extrait du clip après avoir écouté le fondateur du groupe et lead vocal. On a décidé de faire un clip sur le kéré. Parce que déjà, premièrement, c'est un sujet auquel on est vraiment sensible en tant que Dizzy Brains. Et deuxièmement, c'est de vraiment rappeler, conscientiser le peuple malgache sur sa part de responsabilité à nos compatriotes dans le Sud. Et troisièmement, je pense que le plus grand, c'est de vraiment rappeler à l'État malgache ses responsabilités face à ce problème.
Quel est le point commun entre Sadio Mané, Habib Diallo et Pape Matar Sarr ? Tous sont passés par l'Académie Génération Foot au Sénégal, incubateur à talent du football africain. Créée à Dakar en 2000 par Madi Touré, l'Académie forme chaque année une trentaine de jeunes joueurs. On rejoint tout de suite son directeur technique Abdoulaye Sarr, également ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Bonjour et merci d'être avec nous. Présentez-nous tout d'abord Génération Foot. Comment fonctionne votre académie ? Ici, on allie le cursus scolaire et le cursus sportif des joueurs. Et là, nous les recrutons à travers, disons, le Sénégal et dans la sous-région. Et une fois arrivés à l'académie par le biais de notre cellule de recrutement, ces jeunes ont leur cursus à partir de la 6e jusqu'en terminale pour la scolarité. Et dans cette même lancée, nous essayons de leur inculquer les bases, en tout cas du football, pour en faire au bout des footballeurs assez outillés. Donc Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Habib sont tous issus de ce centre. Votre but, c'est donc de trouver et former les jeunes pépites qui feront le foot de demain ? Effectivement, notre but, c'est surtout aussi rester au centre ou au cœur du projet en inculquant à ces jeunes une bonne éducation basée sur des valeurs comme la loyauté, comme, disons, la tolérance, la solidarité, toutes ces valeurs qui feront d'eux des hommes capables de vivre et de bien s'épanouir dans une société. L'année prochaine, vous allez aussi lancer une formation pour les jeunes filles. Est-ce que vous misez sur le football féminin ? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, sur les recommandations de la FIFA et de la Confédération africaine de football, on nous demande de mettre sur pied la section féminine. La demande est très forte parce qu'au Sénégal, déjà, les filles se sont lassées dans la carrière. On a mis même en place des sélections qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations dans cette catégorie. Et je vous dis qu'au Sénégal, vraiment, c'est un pays où, de ce côté-là, on a assez de talent. Il suffit de les encadrer et d'avancer dans un sens très positif avec ces dernières. Donc, je pense que ça ne sera pas un problème. D'ailleurs, au niveau de l'académie, il y a des éducateurs qui interviennent au niveau de ces sélections. La CAN bat son plein en ce moment au Cameroun. Quels sont actuellement les apports d'une telle compétition pour le continent ? Quels enjeux économiques et sociaux ? Sur le plan économique, avant même de parler de sport, la CAN, c'est la fête du football africain. Ça permet aussi aux pays organisateurs de bien s'équiper en infrastructures de qualité. Et ceci, je pense, participe au développement de la pratique sportive. Donc, économiquement, cette grande compétition a aidé des nations à se doter d'infrastructures sur le plan sportif, mais sur d'autres plans aussi, comme les routes, voire même d'autres infrastructures de qualité sur le plan de la santé et autres. Donc, c'est économiquement quelque chose de très enrichissant et de louable pour nos pays. Même dans l'hôtellerie, il y a beaucoup d'investissements qui se font et on a vu des pays avoir de nouvelles infrastructures dans ce domaine. Donc, je pense que c'est viable. Sur le plan sportif, je pense aussi que ça permet de faire, en tout cas, de valoriser les jeunes, de valoriser les entraîneurs. La preuve, la CAN qui se déroule aujourd'hui au Cameroun voit beaucoup de sélections qui sont venues avec des entraîneurs locaux. Avant, c'était des expatriés qui prenaient en main les sélections, mais de plus en plus, l'Afrique est en train de se doter de techniciens de qualité. Et si ça continue comme ça, un jour ou l'autre, les jeunes ne quitteront plus le continent, ils vont rester dans le pays et travailler et gagner bien leur vie sur le plan social. Merci Abdoulaye Sarr d'avoir répondu à nos questions.
Au cœur du panafricanisme, la pensée Ubuntu a irrigué les écrits de nombreux intellectuels et des combats populaires, tels celui de Nelson Mandela. Cette philosophie ancestrale de bienveillance, de fraternité et de bien vivre ensemble résonne aujourd'hui au Palais de Tokyo, à Paris. 20 artistes proposent leurs réflexions au sein de l'exposition Ubuntu, un rêve lucide. Visite guidée par Julien Sauvager. Comment faire ensemble l'humanité aujourd'hui? C'est une question universelle et c'est une question que pose la pensée Ubuntu. C'est aussi l'invitation à créer qu'a posé le Palais de Tokyo à une vingtaine d'artistes extra-occidentaux. Les artistes ne sont pas là pour nous apporter des réponses, ils sont là pour nous inviter à penser le monde autrement, à ouvrir nos imaginaires à d'autres formes de pensée, comme Ubuntu, et qui peut-être nous aident à imaginer un nouvel horizon. Nolan Oswald-Denis fait partie de ceux qui aiment repousser les frontières, les fouler du pied pour mieux les effacer et ainsi se réapproprier un espace bouleversé par la colonisation afin de mieux le réinventer. C'est une carte de lieux qui existe, mais qui n'existe pas en même temps. Le rêve, le fantasme, les mythes politiques. C'est une carte de l'Afrique qui n'existe pas encore. Et c'est peint à même le sol. Vous êtes invité à marcher, à en faire partie. Et plus les gens marchent dessus, plus elle change. La place de la femme est aussi questionnée dans cette humanité rêvée, notamment à travers les œuvres de l'artiste colombien Daniel Otero Torres, qui s'intéresse à ces guerrieros, ces amazones, ces combattantes de toute origine, occultées par une histoire écrite et racontée par des hommes. C'est aussi le choix de l'artiste sud-africaine Tureya Magdalela qui invite les spectateurs à emprunter une voûte constituée de centaines de collants féminins, tous porteurs d'une histoire propre, mais formant un récit collectif de la femme dans l'humanité. Chaque femme de notre continent devrait être représentée d'une façon ou d'une autre. Si vous regardez les plus petits détails de l'œuvre, parfois vous voyez le nom de personnes, parfois c'est le nom de l'entreprise qui a confectionné le collant. Je n'ai enlevé aucun détail. Chaque œuvre, chaque artiste offre ainsi sa vision de l'Ubuntu dans une exposition foisonnante aux multiples facettes, comme seule l'humanité s'est en créée. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci à tous d'avoir été avec nous.